MP. Je viens de lui dire, je ne l'entends pas souvent, moi, Philippe, mais c'est un bonheur. Et moi, j'ai l'impression ce soir aussi d'être un peu en récréation et d'être très heureux d'être au milieu de vous, chers amis. Merci à Philippe Briand, merci à Hervé Novilly, à Claude, à Jean-Jacques Descamps qui est là. Mais pour les 40 sénateurs qui sont présents ici ce soir et demain, un mot, un clin d'œil. Un des nôtres n'est pas là, c'est Dominique Leclerc. Et Dieu sait pourtant s'il aura servi le gouvernement de la France, c'est un petit clin d'œil pour lui. Alors effectivement, très heureux de me trouver parmi vous pour échapper quelques instants à la sacro-sainte primaire socialiste. Ici au moins, j'ai bon espoir de trouver des gens qui n'auront pas uniquement les noms de nos adversaires à la bouche. Chers amis, vous le savez, la période est assez difficile pour nous. Elle est d'abord difficile du fait de la crise. Depuis 2007, nous avons subi plusieurs crises économiques et financières. Et la France s'en est plutôt mieux sortie que nos voisins. Nous avons subi aussi des crises géopolitiques majeures. Philippe évoquait plusieurs sujets, mais un conflit entre la Géorgie et la Russie, dans lequel l'énergie et l'efficacité de Nicolas Sarkozy ont fait merveille. Philippe nous rappelait, il avait raison de le faire, la crise ivoirienne, où l'armée française, la licorne là-bas, a aidé le candidat élu à s'imposer, renforçant nos positions dans ce pays ami, pendant que les socialistes, puisque Gbagbo était de l'international socialiste, ne disaient rien lorsqu'on bafouait la démocratie pour ces donneurs de leçons de morale. Le printemps arabe, que personne n'avait vu venir, mais auquel nous avons réagi rapidement, et bien entendu, comme le disait Philippe à l'instant, la crise libyenne où Nicolas Sarkozy a eu le courage d'intervenir alors que les dirigeants étaient, comme on dit à Marseille, plutôt sous la banquise dans le Vieux-Port. Enfin, nous traversons une crise monétaire de première importance. L'euro est attaqué par les spéculateurs. Les dettes souveraines font courir un risque terrible à nos pays développés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la chance ne nous a pas souri. Eh bien, malgré cela, Nicolas Sarkozy a tenu bon. Il a montré une énergie peu commune, un esprit de décision remarquable, une volonté de faire. Et lorsque nous sommes avec le secrétaire général de notre parti, avec Jean-François Copé, le mardi matin, autour du président de la République, c'est lui qui, la plupart du temps, a le dynamisme, la volonté, essaie de nous redonner quelquefois confiance lorsque nous avons peut-être quelques doutes. Il a montré une énergie peu commune, un esprit de décision remarquable et une volonté inébranlable. Pourtant, il ne cesse, depuis 2007, d'être l'objet de critiques aussi injustes qu'excessives. L'anti-sarkozysme fait des ravages. Et nous sommes bien placés au Sénat pour le savoir. Mais il faut dire aussi que quelquefois nous ne sommes pas bons. Nous n'avons pas été capables de répondre aux mensonges socialistes sur la réforme des collectivités territoriales. À les entendre, nous allions supprimer les communes, cellules de base de la démocratie, alors que bien entendu dans nos textes, la commune est totalement préservée, les pouvoirs du maire totalement préservés. Jamais il n'a été question de porter atteinte à la commune. Ils sont arrivés à faire passer ce message contraire, à les entendre. Nous allions même supprimer dans les intercommunalités les communes. Nous allions trafiquer les élections et pratiquer la démocratie du tapis vert. Évidemment, vous le savez, il n'a jamais été question de cela. Simplement, nous voulions et nous voulons toujours rendre plus efficace et plus compétitif notre pays. Et pour cela, retirer des étages au millefeuille administratif, cela reste indispensable. Cependant, la défaite que nous venons d'essuyer au sénatorial peut être salutaire. Oh, nous n'avons perdu que de 6 sièges, mais nous avons perdu. Nous avons 6 mois pour remonter la pente. Et croyez-moi, quand nous connaîtrons le candidat socialiste
il aura mangé son pain blanc. La communication complaisante sur les prétendues primaires citoyennes sera terminée. Il lui faudra enfin affronter les vraies questions, les vrais problèmes de la France. Et là, nous verrons si Madame X ou Monsieur Y sont vraiment à la hauteur. Je vous le dis tout net. Si, comme on peut le craindre, la crise continue, voire s'amplifie au cours des prochains mois, les socialistes seront absolument inaudibles avec leurs discours démagogiques et clientélistes. Franchement, avec le niveau de dette publique que nous avons, pensez-vous vraiment qu'il est raisonnable de proposer comme unique solution à tous les problèmes l'augmentation des fonctionnaires? Croyez-vous que cela puisse être la solution à nos problèmes? Mais pensez-vous vraiment que les Français soient assez idiots pour ne pas comprendre ce que nous avons fait quand nous avons, comme le disait Philippe tout à l'heure, réformé les retraites, quand nous avons modernisé les collectivités territoriales ou quand nous avons créé les auto-entrepreneurs d'Hervé Novelli? Nos compatriotes savent bien que ce sont les entreprises qui créent les emplois. Ils savent bien que nous avons subi coup sur coup plusieurs crises très graves et que Nicolas Sarkozy a courageusement et fermement tenu le cap dans la tempête. Et ils savent bien que les socialistes, à la tête de l'État, c'est la garantie de la faillite, même à court terme. Alors oui, c'est vrai que la période est difficile, mais c'est précisément le moment où, autour de notre secrétaire général, il faut resserrer les rangs. Il faut que nous soyons ensemble. À l'Assemblée nationale, vous l'êtes et vous êtes majoritaire. Nous allons vivre des moments tout à fait différents à la Haute Assemblée. Il nous faudra avoir une culture un peu différente. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Alors, évidemment, ce soir, j'étais ébloui par le discours de Philippe. Il m'arrive de l'imiter un peu. Mais ce soir, j'avais malgré tout quand même, et j'ai encore sur le cœur et les collègues ici, toute la journée du dimanche 25 septembre. Nous savions qu'au Sénat, les choses seraient difficiles. On enregistrait, puisqu'il y avait le renouvellement de moitié de la Haute Assemblée, les mauvais résultats des élections municipales de 2008. Mais nous avions espoir. Nous savions qu'il y avait des divisions, mais nous les avions quand même comptabilisées. Mais il est clair qu'il y a quelque chose d'un peu différent qui s'est produit. Alors jadis, on disait, mais on n'a plus rien là-bas chez les ultramarins. Ben, les ultramarins, il nous en est arrivé 5 d'un coup. Il y en a un là. Eh bien, merci d'être venu nous renforcer à la Haute Assemblée. Oui, nous allons devoir batailler à la Haute Assemblée. Eh bien, nous allons le faire, parce que, comme disait Philippe, nous le faisons pour nos départements, pour nos villes, mais nous le faisons aussi pour la France. Et la France, c'est ce qu'ensemble nous aimons. Ah non, mais on fait ça rituellement chez nous, c'est organisé. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Christian Jacob. Merci, mon cher Philippe. J'avais un peu oublié, vous savez, pendant quelques années, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est là qu'est née notre complicité, on avait l'habitude de faire les interventions en binôme. Et donc, l'entrée, l'annonce est toujours faite par Philippe. Alors, il vous l'a démontré tout à l'heure, à la fois son engagement, son enthousiasme, mais aussi l'amitié qu'il est capable de générer. Et c'est un vrai ami en politique, et il a fait allusion tout à l'heure, nous avons été beaucoup à lui témoigner il y a quelques jours. Voilà notre vieux copain Philippe. On est heureux d'être avec toi, on est heureux d'être à Saint-Cyr. Alors ça a été un débat très compliqué de décider de venir à Saint-Cyr-sur-Loire. On a voté, on a débattu, on a discuté, puis finalement on s'est dit allez, on vient à Saint-Cyr. Mais on est ravis d'être là, ravis de retrouver Hervé, ravis de retrouver Claude, ravis d'être avec Raymond maintenant depuis quelques jours, grâce à Claude en quelque sorte, hein, parce que sans Claude, Raymond ne serait pas avec nous. Voilà. Et puis, je voulais aussi
remercier vous tous, les militants, et notamment ceux qui, depuis plusieurs jours, sont en train de préparer, d'organiser ces journées. Merci à vous, parce que vous le faites, là aussi, avec la gentillesse, la chaleur et la disponibilité qui est la vôtre. Saluer nos ministres qui occupent le premier ou deuxième rang. Ils sont déjà une dizaine ou une douzaine, je comptais tout à l'heure ce soir. Je crois que demain, ils seront 17 à être avec nous. C'est vous montrer que ces journées parlementaires, ce grand rassemblement où on se retrouve députés, sénateurs, députés européens, tous ensemble réunis pour ouvrir la session. Alors on le fait avec un peu de retard cette fois-ci, tout simplement parce que il y avait les élections au Sénat. Jean-Claude vient d'en parler, je n'y reviendrai pas. Ce que je voulais vous dire un mot aussi, pour commencer sur les primaires, parce qu'on a tous effectivement eu ce moment de saturation, et alors l'heure à expliquer, mais est-ce que les primaires c'est moderne, et pourquoi vous n'en faites pas? Tout simplement, vous savez, le paysan que je suis, moi, on essaye de raisonner simplement. Quand un problème se pose, on essaie d'y chercher et d'y trouver une solution. Quand le problème ne se pose pas, on ne perd pas son temps à se creuser la tête pour inventer une solution. On n'a pas de sujet pour trouver un leader. Le leader, il est naturel, il existe. La difficulté des socialistes aujourd'hui, c'est qu'après avoir échoué consécutivement 3 fois aux élections présidentielles, après avoir été 10 ans dans l'opposition, ils sont dans l'incapacité d'avoir un leader naturel qui s'impose à eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé les primaires. Ça n'est pas notre sujet, c'est leur problème, qui se débrouillent avec leurs problèmes. Et Philippe vous a fait une très belle présentation, j'y reviendrai avec moins de talent, de ce qui ont été ces primaires. Alors le rendez-vous qui va se poser à nous dans les 6 mois qui viennent, c'est tout simplement un choix que nous allons avoir à faire, celui du retour vers le passé, parce que nous avons tous écouté depuis plusieurs semaines, on revient aux solutions, aux présentations du programme de 81. On nous reparle des nationalisations, on nous reparle du blocage des prix, on nous reparle de l'explosion des dépenses publiques. Soit nous sommes dans cette logique-là, soit nous faisons le choix de la poursuite des réformes de structure qui ont été évoquées par Philippe et par Jean-Claude. Le choix, il sera entre la responsabilité et la démagogie, entre la maîtrise des dépenses publiques ou la dégradation de la France. Depuis 2007, nous avons vécu un véritable tremblement de terre financier, une onde de choc planétaire que personne ne pouvait imaginer. Qui aurait imaginé que la première puissance du monde soit dégradée? Qui imaginait il y a 6 mois que les États-Unis puissent perdre leur AAA? Personne. Et donc, dans une situation comme celle-là, il fallait être capable de résister. Après Lehman Brothers, après le sauvetage des banques en catastrophe, nous faisons face aujourd'hui à une attaque spéculative contre les États et contre leurs dettes souveraines. L'Europe est dans la tourmente, mais ça a été rappelé tout à l'heure, la France est conduite, la France est pilotée, et il fallait un véritable sursaut politique pour sauver nos banques et donc l'épargne des Français. Et quand on entend M. Montebourg et ses collègues socialistes, comme on les a entendus, parler des banques, bien sûr, on peut crier haro sur les banques, c'est très facile, ça plaît beaucoup, c'est doux à l'oreille. Simplement, derrière les banques, qu'est-ce qu'il y a? Derrière les banques, il y a des prêts aux particuliers, des prêts à la consommation, des prêts immobiliers, des prêts aux PME, il y a des clients, il y a des mutualistes. Les banques, ça n'est pas quelque chose d'irréel, il y a quelqu'un derrière les banques. Et ça, il faut savoir le prendre en compte. C'est trop facile de dire haro sur les banques sans avoir une réflexion plus construite. Or, aujourd'hui, on est effectivement dans cette logique des slogans faciles et doux à l'oreille. Mais je pense que nous allons, et Jean-François vous en fera la démonstration dans quelques instants, passer maintenant à une autre phase. Et il fallait pour cela, je vous le disais à l'instant, avoir un pilote. Il fallait voter et mettre en place le plan de relance que nous avons mis en place en 2009. Un projet ambitieux en matière d'investissement qui nous a permis d'éviter l'explosion des chiffres du chômage, parce que sans cet engagement, sans ce plan de relance, nous aurions payé la note sur l'explosion du chômage. C'est ça qui a permis de résister, de créer et de maintenir des emplois. Il fallait aussi, dans cette période difficile, préserver les plus faibles.
avoir le courage, dans ce contexte, de faire parler la solidarité et d'augmenter les minima sociaux. 25% d'augmentation des minima sociaux. C'est ça aussi la valeur de solidarité, ce que nous avons été capables de faire dans cette situation difficile. Il fallait également, dans cette période, et oui, je reviens d'un mot sur le triple A, quelle serait la situation aujourd'hui si la France était dégradée? Nous empruntons aujourd'hui sur les marchés à 2,5. Si ça n'était pas le cas, si nous étions dans la situation de l'Espagne ou de l'Italie, nous serions entre 5 et 6%, pour ne pas parler de la Grèce qui est à 18%. Et à partir de ce moment-là, là aussi, ça n'est pas quelque chose d'irréel. C'est tout simplement chacun, dans notre quotidien, dans notre pouvoir d'achat, qui aurions à assumer ce coût, et donc qui serait à la fois catastrophique pour les entreprises, pour le coût du travail, mais tout simplement pour le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Nous avons résisté dans ce cadre-là, nous avons maintenu et relevé les minima sociaux, je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas baissé les salaires, mais il fallait effectivement, comme je le disais il y a un instant, un capitaine capable de barrer par gros temps. Et on en a eu encore la démonstration hier, ça n'est effectivement pas avec François Hollande, Philippe l'a évoqué largement, ce représentant de la gauche molle, mais surtout incapable de trancher sur quoi que ce soit, de décider. Et hier, si on peut reconnaître une qualité à Martine Aubry, c'est le nombre de fois où elle l'a mis en difficulté en l'obligeant à trancher. Il a quand même réussi à dire, ce qui est assez formidable, qu'il y avait un discours pour l'interne du PS, pour les militants, et un discours pour les Français. Je veux dire, dans le comble de la démagogie, je crois qu'on n'avait jamais fait autant. Et à trois reprises, elle l'a mis en difficulté sur ce terrain-là. Lorsqu'elle lui a parlé des 70 000 postes d'enseignants qu'il voulait créer, lorsqu'elle lui a parlé des retraites, et lorsqu'elle lui a parlé du cumul des mandats, où là, c'est faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, et ce monsieur qui est à la tête d'un des départements les plus endettés de France, alors qu'ils ne viennent pas nous donner de leçons d'économie. Ça n'est pas non plus avec Martine Aubry qui est, bon, elle a ce mérite, elle est comme on l'aime et comme on la connaît, c'est-à-dire à la fois sectaire et doctrinaire. Alors, elle a vanté beaucoup, et vous l'avez tous entendu, sa formidable expérience ministérielle. Parlons-en. Quel cadeau elle nous a laissé? Le cadeau des 35 heures. On s'en souvient encore aujourd'hui et on continue à payer la note. C'est ça la référence de Martine Aubry. Qu'est-ce qui a marqué ses mandats présidentiels, si ce n'est la mise en place de cette incohérence, de cette folie des 35 heures, où il fallait avoir un raisonnement suffisamment fou pour imaginer que le monde du travail, c'est un gâteau, qu'on se partage et que plus on fait de part, plus il y a de monde à régaler. Ça n'est pas ça l'économie. L'économie ne fonctionne pas comme cela. Eh bien, Madame Aubry, on l'a vu hier, elle est toujours enfermée dans les mêmes certitudes qu'étaient celles de 81 et qu'étaient celles de 97. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un chef qui est en ce moment dans l'action en permanence. Il est encore sur le pont pour défendre l'euro, à un moment où, après la Grèce et le Portugal, nous voyons bien que l'Espagne et l'Italie sont en train de vaciller. Autre exemple de réforme que nous avons conduit sous son impulsion, la réforme des retraites. Au moment où le PS est spécialisé dans les livres blancs qui ne débouchent jamais sur rien, ceux qui aspirent à gouverner et qui osent dire qu'ils reviendront sur la retraite à 60 ans, c'est un mensonge indigne, pour ne pas dire une forfaiture. Si la France n'a pas été dégradée, c'est parce que nous avons conduit la réforme des retraites, c'est parce que nous avons maintenu et tenu bon sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est parce que nous avons une politique de maîtrise de la dépense. C'est pour ces trois raisons qu'aujourd'hui la France est dans la situation où elle est, certes en difficulté comme d'autres, mais en tenant bon le cap par rapport à nos partenaires. C'est aussi notre majorité, députés et sénateurs, et c'est l'occasion de saluer l'ensemble de mes collègues députés et sénateurs. Nous serons demain environ 250 parlementaires réunis ici à Saint-Cyr-sur-Loire, au moment où nous préparons notre rentrée parlementaire, nous préparons le budget, et nous aurons aussi l'occasion de revenir sur l'ensemble des réformes que nous avons conduites. Philippe en a évoqué quelques-unes. Je mettais
sur mes notes en numéro 1, l'autonomie de l'université, parce qu'effectivement, c'est une vraie réforme de fond. Comparons la situation universitaire d'il y a 5 ans à celle que nous avons aujourd'hui. On voit bien que le changement aujourd'hui a été complètement accepté et valorisé. C'est aussi notre majorité qui a mis en place le service minimum dans les transports. Bien sûr qu'il reste à faire, mais il n'empêche que là aussi, nous ne sommes plus dans la même situation que nous étions il y a quelques années. Le service minimum dans les écoles, mis fin au RMI, mis en place le RSA, relevé les minima sociaux, mis en place une politique à la fois ambitieuse et généreuse en faveur des personnes handicapées. Tout cela, nous l'avons fait en défendant les valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs de liberté, la liberté d'entreprendre. Et bien entendu, il faut, et on aura l'occasion d'y revenir demain avec nos tables rondes, nous conduirons demain matin sur la nécessité de régulation, mais de conserver ce qui est cher à Hervé, cette liberté d'entreprendre, parce que c'est comme ça que l'économie se développe. Ça n'est pas en empilant des carcans, mais c'est en laissant les possibilités d'initiative à nos chefs d'entreprise. C'est aussi le travail, ça c'est une de nos valeurs, c'est une vraie valeur de droite, la reconnaissance du travail. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions alléger le coût du travail pour nos entreprises. Et là, nous avons un débat de fond sur le financement de notre protection sociale. On ne pourra pas continuer à avoir plus de 85% du financement de la protection sociale assis sur le seul coût du travail. Ça n'est pas possible, sur les seuls salaires. Si nous n'élargissons pas l'assiette, nous rentrons dans une spirale infernale où, parce que, il y a un allongement de la durée de vie de notre population, il y a une demande en soins qui a augmenté, et donc nous avons un rapport actif-inactif qui s'inverse, et donc plus on met des cotisations sur les salaires, plus on augmente le coût du travail, plus on limite la performance et la compétitivité de nos entreprises, et plus on affaiblit l'entreprise France. Et donc ce débat sur le financement de la protection sociale, c'est un débat de présidentielle que nous devons avoir, et Jean-François l'a déjà lancé, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est aussi le mérite. Le mérite, ça, c'est aussi une vraie valeur de droite, de reconnaître, que ma foi, que celui qui s'engage davantage, et nous avons eu, et Dieu sait que je me suis attiré beaucoup de polémiques lorsque j'avais évoqué ce sujet sur la fonction publique, en disant que, bien entendu, il y a le statut de la fonction publique, et ça n'est pas moi, ancien ministre de la fonction publique, qui vais le renier, mais nous pouvons aussi imaginer des systèmes parallèles, c'est-à-dire donner la possibilité du choix, c'est-à-dire ne pas s'engager obligatoirement sur la fonction publique à vie. Il faut laisser la possibilité d'avoir le choix, mais qui devra permettre, en contrepartie, de rémunérer davantage. Combien nous sommes d'élus ici, de maires, de présidents de conseils généraux, à souffrir de cela, c'est-à-dire d'avoir des agents qui font formidablement bien leur travail, qu'on voudrait faire avancer dans l'échelle sociale, et on ne peut pas parce qu'on est enfermé dans un véritable carcan. Ces réformes, il faut avoir le courage de les poser sur la table, et ça aussi, c'est un débat pour les présidentielles. Et puis, c'est aussi celui de la solidarité. Je l'évoquais tout à l'heure, avec les minima sociaux, avec la revalorisation des retraites pour les plus faibles. Nous avons là la nécessité d'être dans une société qui doit être solidaire. Mais solidaire, ça ne veut pas dire s'engager dans des logiques d'assistanat. C'est tout sauf cela. C'est au contraire accompagner nos concitoyens les plus défavorisés au moment où ils sont en difficulté pour les faire raccrocher vers le monde du travail, mais pas être dans une logique qui pérennise l'assistanat. Toute la logique de la solidarité, c'est de retourner vers le monde du travail, parce que la seule vraie reconnaissance sociale, c'est celle d'avoir un travail. Alors, il y a évidemment dans tous ces sujets, lorsque l'on évoque tout cela, des débats, et Jean-François en anime chaque semaine à l'UMP, il y a parfois des grincements de dents, des exaspérations, des impatiences. Mais face à cela, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la France mérite d'être en deuxième division sous tutelle du FMI? Et c'est là que l'on touche à la substance du débat de 2012. Pensez-vous qu'il est bon pour la France de créer 300 000 emplois jeunes qui vont coûter 4 milliards d'euros par an? Pensez-vous qu'il est bon de mettre en place une allocation d'autonomie qui va coûter 12 milliards d'euros par an pour les jeunes?
La sortie de la vraie autonomie pour les jeunes, c'est de permettre l'accès au travail. Ça veut dire qu'il faut revisiter notre système de formation. Ça veut dire qu'il faut le faire comme a commencé à le faire Nadine, s'engager davantage sur l'apprentissage, parce que là, nous avons une vraie voie qui permet d'accéder au monde du travail. 85% des jeunes diplômés après une formation en alternance ou en apprentissage trouvent du travail. Dans le système général, on tombe à 56%. C'est des questions qu'il faut bien se poser. Et quand on pose cette question, on touche à un autre sujet, celui du collège unique, qui est parfois le collège unique. Alors bien entendu, on ne peut pas y toucher, tout le monde va défiler dans la rue. Mais bon sang, 25% des jeunes qui sont au chômage à la sortie de leur formation, ça ne nous interroge pas. On ne doit pas se poser les questions d'aller vers un autre système. On doit continuer sur la voie où nous a engagé Nicolas Sarkozy et qu'a mis en place Nadine, sur la voie de l'alternance, sur la voie de l'apprentissage. Et même sur l'apprentissage à 14 ans. Je sais que je ne suis pas majoritaire sur cette idée, mais je continue à penser que c'est une bonne idée. Merci de le soutenir, ça fait plaisir pour mes copains là, qui tournent un peu le nez. Toujours sur ce qui peut être bon pour la France. Est-ce que vous pensez qu'il est bon pour la France de dépénaliser la consommation des stupéfiants? Sérieusement. On arrive là dans des logiques. Alors je sais bien qu'on peut être dans une politique attrape-mouche et attrape-tout, mais quand même, il y a des limites à ne pas dépasser. Est-ce qu'il est bon pour la France de sortir du nucléaire? Là aussi, posons le débat clairement. Et j'ai été le rapporteur du Grenelle, et je suis un ardent défenseur des énergies renouvelables. Nous nous sommes engagés, d'ici 2020, à être à 20% d'énergie renouvelable. Et il faut continuer dans cette voie. Mais dire que l'on va sortir immédiatement du nucléaire est une folie pure. Ça veut dire qu'on est prêt à augmenter demain de 40% le coût de l'énergie, que l'on fait exploser littéralement les émissions de gaz carbonique. Parce que la réalité, c'est que pour remplacer immédiatement, c'est bien entendu par les centrales thermiques. Ça n'a aucun sens. Alors je sais bien que les socialistes sont embringués, ficelés dans leurs accords avec les Verts, mais on n'est jamais en politique obligé de choisir la voie de l'irresponsabilité. On peut aussi avoir un peu de courage et puis un peu de vision. Est-ce qu'il est bon également pour la France de vouloir faire voler en éclats notre politique familiale en cherchant à mettre sous condition de ressources nos allocations familiales? Et là, c'est l'ancien ministre de la Famille, Claude. C'est un combat que j'espère que nous allons mener ensemble. La politique familiale, c'est là aussi une de nos valeurs. Philippe l'a dit tout à l'heure, nous y sommes attachés depuis 1945. C'est l'universalité de la politique familiale. C'est-à-dire que l'enfant, aujourd'hui, doit être au cœur de la politique familiale. Il y a des politiques pour corriger les revenus. Ça s'appelle la fiscalité. Il y a des politiques pour corriger et pour accompagner les plus faibles. Ça s'appelle la politique sociale. Mais la politique familiale, c'est autre chose. C'est un socle intangible auquel on ne doit pas toucher. À un moment, notamment, là aussi, où 56% de notre recherche, retenez bien le chiffre, 56% de notre richesse nationale passe déjà dans la dépense publique. Nous l'avons vu avec quelques-uns des points que je viens d'évoquer sur le programme de la gauche. La gauche, c'est la garantie de l'explosion des dépenses publiques. C'est 50 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires par an. Et quand j'entends dire qu'on va les financer par la suppression des niches fiscales, là aussi on est dans une hérésie totale. Qu'est-ce que c'est les niches fiscales? Ce sont les emplois familiaux? C'est ça qu'ils veulent remettre en cause, parce qu'il faut à un moment arrêter de dire les niches fiscales et dire concrètement ce que l'on remet en cause. Et là, on va peut-être s'amuser, comme le dit Jean-François, en regardant point par point, et on va interroger le vainqueur de dimanche en lui demandant concrètement quelle niche fiscale et à quel moment il la supprime. Qui va avoir le courage de supprimer les emplois familiaux? Qui va avoir le courage de supprimer ou de remettre en cause les assistances vie scolaire, etc. Là, on va avoir un débat qui va commencer à devenir intéressant. Donc cette gauche, c'est la garantie d'une France repliée sur elle-même. Un moment où notre champ d'action doit être l'Europe, doit être le monde. On voit bien la comparaison
avec nos amis allemands, 150 milliards d'excédents dans la balance commerciale, moins 50 pour nous, un différentiel de 200. Pourquoi on a ce différentiel aujourd'hui? Eh bien parce que l'Allemagne va chercher ses points de croissance à l'extérieur. Elle est aujourd'hui dans une situation avec des entreprises qui sont capables d'aller capter cette croissance à l'extérieur. Or, nous sommes, si nous suivons le triste spectacle auquel nous avons assisté dimanche, dans une France qui doit se recroqueviller sur elle-même. Prenons deux exemples concrets. Vous savez combien de Français aujourd'hui ont du travail grâce à l'exportation? C'est 25% de nos actifs qui travaillent à l'export. Alors là aussi, les discours de M. Montebourg et les discours qui vont être repris d'ailleurs soit par Aubry, soit par Hollande, sur cette France qui doit se recroqueviller, il va falloir nous dire là où on arrête l'exportation, parce que fermer ses frontières, il ne faut pas se faire d'illusions que nos partenaires ne vont pas continuer à avoir les bras ouverts pour recevoir nos produits. Or, 25% de nos actifs travaillent pour l'export. Sur un sujet que je connais bien, celui de l'agriculture, prenons là aussi un exemple très concret. Quand vous produisez 3 kilos de blé en France, vous en avez 2 qui passent les frontières. Ça veut dire que concrètement, si on va sur cette logique, eh bien, il y a 2 hectares sur 3 qui deviennent en jachère immédiatement en France. C'est ça la réalité. Au-delà des phrases sur la démondialisation qui peuvent être applaudies dans les meetings, la réalité c'est celle-là. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. Nous avons choisi, pour toutes ces raisons avec Jean-Claude, de baser et d'axer nos journées parlementaires sur l'Europe. Tout simplement parce que si nous avons choisi de parler d'Europe, parce que les Français ont compris que la France ne pouvait être grande que dans une Europe qui soit forte et dans une Europe qui soit grande. Nous parlons d'Europe aussi parce que l'euro, c'est notre bien commun. Sauver la Grèce, c'est sauver l'Union européenne. Sauver l'Union européenne, c'est sauver la France. Et il faut là aussi, et ce sera l'objet des débats qui seront conclus demain par José Manuel Barroso, il faut avoir et mettre en place un véritable gouvernement économique à côté de la BCE. Il faut là aussi le contrôle du politique. Sur tous ces sujets, vous voyez bien combien notre président de la République est en permanence à l'action. Il a été à l'initiative sur chacune des réformes nationales que j'ai évoquées, mais il est en permanence à l'action sur la scène internationale et sur l'Europe. Et nous avons besoin de ce moteur, et le moteur de l'Europe avec Angela Merkel, nous voyons bien que c'est lui. Et aujourd'hui, je crois que personne, sérieusement, peut lui contester cela. Alors, qu'est-ce que l'on a entendu dans les débats primaires des primaires? Est-ce que vous avez entendu un mot sur ces sujets? Vous n'avez rien entendu sur la gouvernance économique, sur la nécessité d'avoir une France qui soit forte en Europe et forte dans le monde, tout simplement parce que leurs compteurs sont arrêtés à 1981 et depuis 30 ans, eh bien, pas une idée neuve. En 10 ans d'opposition, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont dans l'incapacité même d'avoir un leader qui soit capable d'asseoir son autorité sur le Parti socialiste. Ça n'est pas pour avoir un projet à nous présenter. Alors nous, ce projet, eh bien, nous allons l'avoir. Et sous l'impulsion du Président de la République, nous avons chaque jour un gouvernement et une majorité qui est en action, tout simplement parce qu'on a un pilote, parce qu'on a un chef, parce qu'on a une référence. Et nous avons, avec lui et avec Jean-François à la tête de notre parti, eh bien, un parti qui est à la fois en ordre de marche, qui a réalisé un travail formidable. Et je voudrais que vous reconnaissiez le travail qui est fait depuis 1 an, convention après convention. Vous avez entendu toutes les critiques que l'on a pu recevoir. À un moment, on nous disait qu'on occupait l'espace. Aujourd'hui, on a le sentiment que la presse nous dit « mais ils sont où ?» Mais tout simplement parce que depuis 8 mois, on est en travail. Et Jean-François va vous faire la démonstration de ce que c'est qu'un parti qui est en marche, qui est aux ordres, qui est prêt à démarrer et qui est au service du Président de la République et au service de la France. Bravo ! Et maintenant, en votre nom à tous, je suis heureux d'accueillir Jean-François Copé. Ah, mes chers amis, je dois vous dire que je suis très heureux d'être avec vous pour le lancement de ces journées particulières, de ces journées parlementaires si particulières, ici à Saint-Cyr, chez toi, mon cher Philippe. Et je veux commencer par toi. D'abord parce que tu nous as montré une nouvelle fois tout à l'heure le talent oratoire exceptionnel qui est le tien, et que nous connaissons bien, comme tes militants d'ailleurs, nous à l'Assemblée nationale.
Et puis te dire, Philippe, qu'il y a eu tout à l'heure quelques petits moments d'émotion qu'un certain nombre d'entre nous ont sans doute perçus. Il y a quelques jours, nous étions à tes côtés, aux côtés de ta famille. Et je voudrais te dire que la politique, c'est bien sûr des combats, bien sûr des coups que l'on reçoit ou parfois que l'on est obligé de donner. Ce sont des convictions, ce sont des émotions, mais c'est aussi et surtout une fantastique aventure humaine. Les uns comme les autres, nous vivons ensemble, nous nous battons ensemble, nous gagnons ensemble, nous souffrons ensemble. Et sache que dans ces moments-là, il y a toujours le moment où l'on est rassemblés. On l'était ce jour-là autour de toi. Et je veux te le dire, Philippe, au nom de toute notre famille, tu es pour nous indispensable et irremplaçable. À tes côtés, je veux saluer Hervé Novelli. Hervé Novelli qui est à mes côtés au secrétariat général de notre parti, ensemble avec Marc-Philippe Daubresse, matin, midi et soir au combat. Et c'était pas évident, et c'était pas gagné, parce que j'ai vu en Hervé quelqu'un qui au début se disait « est-ce qu'il faut vraiment y retourner? Est-ce qu'il faut vraiment relancer une dynamique ensemble ?» Eh bien, moi, je veux te le dire, Hervé, devant tous tes amis ici d'Indre-et-Loire, j'ai besoin de toi. J'ai énormément de plaisir à t'avoir à mes côtés parce que ce que nous faisons ensemble à l'UMP pour notre pays, pour Nicolas Sarkozy, pour vous tous, c'est une formidable aventure. Et je te le dis, Hervé, sans toi, je ne sais pas comment je ferais. Et j'ai évidemment une pensée pour notre deuxième comparse, Marc-Philippe Daubresse, qui représente la sensibilité centriste et qui, lui aussi, est à nos côtés et à nous trois. Eh bien, écoute, on tient la maison avec vous tous et je veux vous le dire, puisqu'il y a ici beaucoup de nos amis présents, ministres, parlementaires, délégués généraux, ma chère Nadine, et vous tous, vous dire qu'on a besoin de vous, car les temps vont être difficiles et que j'ai quelques belles choses à vous raconter pour les semaines qui viennent. Je veux saluer Claude Greff, te dire que lorsque tu es entré au gouvernement, on était fiers et heureux pour toi. Tu as été une députée fantastique. Et lorsqu'on a appris ta nomination, je te le dis, on était tous très, très, très heureux. Et je salue bien sûr celui qui t'a succédé à l'Assemblée, mon cher Raymond, parce que moi qui ai toujours eu une tendresse particulière pour les suppléants, je peux te dire que parfois, c'est très formateur d'être suppléant. Et puis, je voudrais, puisque je reste dans le département, saluer aussi votre secrétaire départemental, Fabrice Boigard, qui est un secrétaire départemental remarquable. De ces secrétaires départementaux, je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu tout à l'heure, dont on voudrait dans toute la France, parce que dans nos fédérations, il nous faut maintenant repartir au combat, et c'est vrai, Fabrice, tu es de ceux qui, de manière méthodique et organisée, animent cette fédération aux côtés de Philippe et d'Hervé, et je veux ici te témoigner ma reconnaissance et à travers toi celle de toute l'équipe départementale. Jean-Claude, tu présides notre groupe au Sénat. Tu as connu ces dernières semaines, et je le dis à tous nos amis sénateurs qui sont ici, des moments difficiles. C'est vrai qu'en cette fin du mois de septembre, nous avons vécu un dimanche que nous ne souhaitions pas. Pour autant, que cela serve à chacune et chacun d'entre nous de leçon. Parce que la vie politique, comme la vie tout court, elle est faite des moments merveilleux de victoire et aussi des moments plus douloureux de défaite. Et que celui qui n'en a jamais connu des défaites sache qu'alors il n'a pas passé l'étape la plus difficile du parcours initiatique. Je suis de ceux qui ont vécu cela. Et pour vous dire les choses, je vois qu'Hervé s'en souvient aussi, pour vous dire les choses, les moments de victoire, c'est des moments merveilleux. C'est des moments qu'on garde dans son cœur, dans sa mémoire, et qui nous amènent à partager de bons souvenirs avec l'ensemble de ceux qui nous y ont aidés. Mais les moments de défaite, c'est les moments où on teste la solidité du caractère, la force de la colonne vertébrale. Dans ces moments-là, ceux de défaite, où certains parfois tournent le regard, ou se disent « allons voir ailleurs ce qui se passe ». Dans ces moments-là,
ceux qui relèvent la tête, qui tiennent debout et qui savent que le combat ne s'arrête jamais, ceux-là alors n'oublient jamais le jour de défaite et en font une très grande force pour les combats à venir. Je vous l'ai dit, mes chers amis sénateurs, nous reprendrons le Sénat. À toi, Christian, mon ami toujours, je veux dire combien je suis heureux de te voir présider notre groupe. J'ai, moi, passé des moments merveilleux à la présidence de notre groupe. On nous disait que c'était une tâche difficile, peut-être, mais c'est surtout une tâche fantastique. Car au milieu de vous tous, au milieu du combat, le plus beau qui soit dans une démocratie, le combat parlementaire, nous apprenons les uns et les autres à porter haut et fort l'étendard de nos réformes, de nos convictions, au service du président de la République et au service du pays. Et Christian, pour cette tâche-là, je sais qu'il faut de la vaillance et du courage, et je sais depuis bien longtemps que tu en as énormément, et je voulais te le dire. Alors à vous maintenant, à vous je veux dire que les temps qui viennent vont être des temps passionnants. Car la vérité est que ce que je veux vous dire aujourd'hui dans les fonctions qui sont les miennes, c'est que je vous appelle à la mobilisation. Entre deux élections présidentielles, on vit, on s'organise, on fait des campagnes, on veille à ce que les adhérents reviennent toujours plus nombreux avec des années fastes et des années qui le sont moins. À la veille d'une campagne présidentielle, l'heure est au rassemblement pour la mobilisation générale. Et cette heure, mes chers amis, est arrivée. Il va nous falloir maintenant, les uns comme les autres, reprendre notre uniforme, notre tenue de combat, au service de chaque Française et de chaque Français. Parce que le militantisme est sans nul doute l'une des plus belles actions que l'on peut conduire pour une cause qui nous est chère. Il en est des actions militantes qui sont magnifiques, dans tous les domaines. La nôtre a ce site particulier qu'elle est au service de nos convictions et de notre pays. Et que les temps qui viennent commandent que personne ne manque à l'appel. Alors je vous le dis, désormais, le temps est venu de nous remettre au travail. C'est vrai, la vie politique est faite de séquences plus ou moins longues qui se suivent mais se ressemblent rarement. Je vous annonce qu'à compter d'aujourd'hui et plus encore de dimanche soir, nous allons entrer dans une nouvelle séquence. Après cet interminable moment des primaires socialistes, nous allons enfin pouvoir entamer le marathon, et c'est bien de cela dont il s'agit, d'un marathon pour l'élection présidentielle de 2012. À partir de dimanche prochain, nous allons enfin avoir un adversaire. Ils ont mis beaucoup de temps à le désigner, ils y sont pratiquement arrivés. Il va nous falloir maintenant, nous montrer déterminés à faire la différence. Ces primaires, Philippe en a merveilleusement bien parlé, mais je voudrais à mon tour vous en dire un mot, parce qu'après tout, le moment est venu de solder l'addition. Depuis des semaines, on nous a répété que la politique se résumait à un mot, les primaires. Comme si tous les Français n'avaient qu'une obsession en se levant le matin, le sort du Parti socialiste et de ses éléphants, parce que nous les connaissons quand même depuis de très nombreuses années, ceux-là. Depuis des semaines, on nous présente à la télé, à la radio, des débats étonnants, où seuls les responsables politiques d'un même parti sont invités pour débattre ensemble en monopolisant le temps de parole. Depuis des semaines, on nous explique que les primaires, c'est bien, que poser des questions à leur sujet, c'est mal, que la seule chose à faire quand on est un élu de droite, c'est de louer le génie du Parti socialiste, sa modernité, son honnêteté, sa fiabilité dans l'organisation des élections internes et son goût prononcé pour les libertés fondamentales. Autant dire que je n'étais pas vraiment dans l'ambiance. Et que beaucoup d'entre vous non plus, d'ailleurs.
pour tourner toutes les semaines dans nos départements, je peux témoigner quand même que beaucoup d'entre vous m'ont fait connaître qu'ils n'étaient pas du tout disposés à entrer dans le jeu de nos adversaires. Eh bien, depuis dimanche, nous voyons que les choses sont en train de changer, que les masques sont un peu en train de tomber. Je vous l'avais d'ailleurs prédit à Marseille, lors de notre campus de rentrée. Et je dois dire que depuis le début de cette semaine, nous ne sommes pas déçus. Dimanche dernier, à 20h, j'ai l'immense honneur d'être convié sur un plateau de télévision, non pas pour un débat équitable, mais pour partager un moment avec 2 responsables socialistes, représentant chacun une tendance du Parti socialiste. M. Moscovici pour M. Hollande et M. Fabius pour Mme Aubry. Voilà qui ne me rajeunissait pas excessivement. À 20h01, ils étaient encore amis, me regardaient avec un air légèrement condescendant, l'intrus de droite qui vient sur un plateau de télévision dérangé. Et à ce moment précis, du haut de leur grandeur, j'étais censé comprendre que j'étais peu de choses. Alors j'arrive à placer, à un moment qui était vraiment très limité, cette idée extrêmement transgressive, selon laquelle, si, selon les organisateurs, on ne pourra jamais vérifier vraiment, il y avait 2,5 millions de participants à ce fameux vote, mineurs et étrangers inclus. Cela fait moins de 5% des Français majeurs. Certes, c'est un score intéressant, je ne veux pas dire un peu inférieur à la braderie de Lille, je n'ai pas résisté, je reconnais, ça je le reconnais. Mais enfin quand même pas non plus une vague de fond nationale. Blasphème, sacrilège, en disant cela, j'avais de fait perturbé l'ordonnancement magique du monde vu par le Parti socialiste. Les primaires, c'est moderne parce que c'est de gauche parce que c'est moderne parce que c'est moderne. Alors, évidemment, là où ça s'est un peu compliqué, c'est que la demi-heure s'est déroulée et que j'ai vu au fur et à mesure de ces minutes qui se déroulaient que les choses en face ne se passaient pas tout à fait comme prévu. Rappelez-vous, les larmes de Madame Royal, le sourire de Madame Aubry, le léger froncement de sourcils de François Hollande, et puis celui qui avait atteint le nirvana absolu, le ravi, le providentiel, dont Philippe parlait avec tant d'humour tout à l'heure, vous l'avez compris, Arnaud Montebourg, qui, selon toute attente, contre toute attente, et en particulier celle des sondages, attention aux sondages, nous annonçait que M. Montebourg allait pas loin des 20% des voix. Et que donc, cette primaire qui devait être le sacre sans conteste de François Hollande, l'ascension sans faute d'un homme normal, la mise sur orbite propulsant loin devant le candidat de la gauche, eh bien en vérité, ça se terminait par un pugilat extrêmement serré avec Martine Aubry, le tout sous l'arbitrage de Arnaud Montebourg, l'homme dont Marine Le Pen nous avait dit « si j'étais socialiste, je voterais pour lui ». À 20h, en face de moi, Fabius et Moscovici étaient amis. À 20h30, ils ne se parlaient plus. L'ambiance avait changé, et je peux en témoigner, ils se détestaient. Et ce n'était que le début de la semaine. Lundi, à gauche, on attend les consignes de vote. Montebourg est attendu à la télé le soir pour dire ce qu'il faut voter. Je vous raconte en spectateur, parce que nous, naturellement, on n'est pas encore invités à tout ça. C'est pas nous. C'est entre la gauche. Alors Montebourg est attendu à la télé le soir pour dire ce qu'il faut voter. Et là, encore une fois, après un suspense insoutenable, non, dit Arnaud Montebourg, 17% d'un corps électoral de 5%. Non, je ne sais pas encore. J'ai simplement sorti, dit-il, le Parti socialiste du formol. Je cite. Merci pour eux. Et j'ai besoin de réfléchir pour savoir si oui ou non je vais donner une consigne de vote. Mardi, nouvel épisode du feuilleton. Là, Arnaud Montebourg se prend pour Bismarck. Face aux Français, vous en souvenez, pour déclencher la guerre de 1870, voilà qu'il débloque un énorme ultimatum aux 2 protagonistes
François Hollande et Martine Aubry. Lui, il n'exige pas l'Alsace et la Lorraine, il exige qu'on démondialise, qu'on mette les banques sous tutelle, qu'on les exproprie, et que pour le même prix, on ferme les frontières. Mercredi, le feuilleton a continué, vous l'avez vu, à travers ce débat absolument inouï entre Mme Aubry et M. Hollande. Alors, il faut en parler avec beaucoup de courtoisie parce que les audiences ont été bonnes. Donc, allons-y très prudemment, gentiment, pas de gros mots. Disons simplement les choses comme on les pense, en espérant ne vexer personne. Je vous dis ce que j'en pense. C'était abstrait, c'était pseudo-technique, avec 3 ou 4 chiffres pour faire sérieux. Mais je me mets un instant à la place du téléspectateur qui à aucun moment n'a pu entendre un mot sur l'immigration, un mot sur la sécurité, un mot sur la laïcité, un mot sur l'agriculture, cher Christian, un mot sur la politique de défense ou la politique internationale. Tout ce que nous avons entendu était en réalité bien loin des préoccupations des Français, et c'est bien ça. Et surtout, mes chers amis, et surtout, de la part de ces 2 grands génies de la politique, censés nous submerger par leur talent, leur audace et leur courage, pas un moment consacré ni par l'un ni par l'autre pour nous dire leur vision de l'avenir, leur projet pour notre pays, leur ambition, pas un mot pour dire simplement, alors que nous-mêmes le ressentons tant, leur amour de la France. Eh bien, mes chers amis, je vous invite à méditer sur tout cela, parce que nous avons vu au final 2 candidats promettre des hausses d'impôts massives à tous les étages, des embauches de fonctionnaires, des interventions étatiques dans les entreprises, le vote des immigrés, la fin des peines planchées pour les délinquants multirécidivistes, et le tout en s'envoyant des pics d'une cruauté que même nous, entre nous n'osons jamais utiliser. Sachez que dans ce domaine, il y aura pour nous à méditer l'exemple des primaires dans sa plénitude, pas simplement dans son côté réputé moderne. Car derrière tout ça, ce sont des fissures à l'intérieur même du parti de nos adversaires. C'est des comportements d'une agressivité réelle entre les uns et les autres. Ce sont des traces que l'on laisse et qui parfois sont indélébiles. Alors c'est vrai, grâce à Martine Aubry et à François Hollande, nous voilà désormais incollables sur 2 nouveaux concepts. La gauche sectaire et la gauche molle. Ils ne sont pas allés au-delà. Je propose de travailler ensemble ces 2 concepts, parce que nous en aurons probablement besoin. La gauche sectaire, d'abord, c'est celle du dogme avant tout. Le dogme, c'est « je sais, tu ne sais pas, tu te tais et tu obéis ». Le dogme, c'est ce qu'il y a dans les livres, écrits par des gens décédés depuis bien longtemps, qui nous décrivent un monde définitif, bien loin des évolutions d'aujourd'hui et de demain. Le dogme, c'est cette idée que l'idéologie peut tout. C'est à la gauche sectaire que nous devons les nationalisations ruineuses de 1981 et les 35 heures catastrophiques de 1999-2000. Alors il y a la gauche molle ensuite. Je vous en conjure. N'imaginez pas un instant que, lorsque l'on parle de la gauche molle, on parlerait d'une certaine gauche fréquentable pour la droite. La gauche molle n'a rien à voir avec cela. Et lorsque j'entends certains, épris de modération, dire « Ah ben, finalement, ils auraient pu être pires », je veux simplement rappeler que derrière la définition de la gauche molle, c'est en réalité la gauche que François Hollande, finalement, selon Martine Aubry elle-même, incarne assez bien. La gauche molle, c'est la gauche incapable de décision, allergique au courage, prête à toutes les compromissions avec les plus radicaux. En un mot, c'est la gauche inapte au commandement. Alors voilà quelques raisons pour lesquelles, mes chers amis, je vous le dis très simplement, le débat sur les primaires n'est pas le nôtre aujourd'hui. Certes, celui que vous avez devant vous n'a jamais reculé devant le suffrage universel. Dans des terres, celles de ma bonne Seine-et-Marne, mon cher Christian, souvent bien difficiles. Et pour autant, je crois que chaque chose
doit être vue en son temps. Il y avait derrière l'invitation pour l'UMP à poser le débat des primaires cette tentation, ce piège de nos adversaires, qui voulaient nous entraîner dans l'idée de dire « bah tiens, si vous en voulez pour l'avenir, pourquoi vous en faites pas pour le présent ?» Bien sûr, c'était gros comme une maison. Voilà pourquoi vous m'avez vu prendre des positions aussi claires dans les responsabilités qui sont les miennes. Qui peut imaginer sérieusement que le président de la République en exercice aille en compétition interne au sein de notre parti, face au Premier ministre, à des ministres, à tel ou tel d'entre nous, afin que ça fasse moderne et démocratique? On peut fermer la Ve République aussi, si vous voulez. Alors, j'invite chacun, dans ces moments particuliers que nous vivons, à ne rien laisser passer de ces tentations démagogiques. Viendra sans nul doute après 2012 ce débat, comme d'autres, évidemment, mais ne nous trompons ni de débat, ni de calendrier. Et je vous le dis très simplement ici, dans ce domaine, vous nous trouverez tous autant que nous sommes, avec la bouteille qui est la nôtre, bien au clair, sur l'idée que dans ces domaines, on n'est pas là pour faire le jeu de nos adversaires. On n'est pas là pour aller sur le terrain de nos adversaires. On est là pour les combattre avec nos arguments et proposer aux Français un projet courageux pour demain. Alors, oui, c'est vrai. Là aussi, j'ai pris mes responsabilités. En prenant l'option d'être sévère face à cette pantomime qui nous était proposée de l'autre côté de l'échiquier politique, j'ai pensé, comme beaucoup d'entre nous, que la responsabilité qui était la nôtre était bien sûr de respecter les 5% de Français qui sont allés voter aux primaires, mais peut-être que notre rôle à nous était aussi de nous adresser aux 95% qui ne sont pas allés voter aux primaires socialistes, parce qu'ils ont d'autres options politiques, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les candidats en présence et parce qu'ils ont envie d'un vrai projet pour notre pays, la France. Vous l'avez compris, dans ce domaine, il ne faut pas nous laisser impressionner. La vérité, c'est que tout reste à jouer. Certes, nous sortons d'une séquence difficile. Et je peux en témoigner, comme beaucoup de mes amis, membres du gouvernement, de l'équipe dirigeante ou de notre majorité parlementaire. On ne nous a pas beaucoup ménagé ces dernières semaines. On n'a même pas hésité à tout mélanger entre ces supposées affaires balancées pour frapper directement ou indirectement le président de la République, au mépris de toute présomption d'innocence. La perte du Sénat, que j'évoquais tout à l'heure, et l'omniprésence des primaires, c'est vrai. Il y a eu une période difficile. C'est pour cela que je vous demande d'avoir à l'esprit que c'est maintenant que tout commence, que tout est entre nos mains et que pour cela, la première clé, c'est d'être unis et rassemblés. Et je veux vous le dire à vous qui militez dans ce département et qui depuis toujours ont détesté les querelles internes et les bagarres de personnes. Elles sont pourtant dans la nature humaine. Les nier serait une erreur. Elles ont pour motivation première la foi, l'enthousiasme, l'ambition. Elles peuvent conduire parfois à quelques dérapages, bien sûr, mais c'est la nature humaine. Reste qu'il est des moments où il n'y a absolument plus aucune place pour les querelles de personnes. Et parmi ces moments-là, il en est un qui est non négociable. C'est l'élection présidentielle. Parce que dans ces moments-là, toute la famille doit être rassemblée. Car chacune et chacun d'entre nous avons bien à l'esprit que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Et dans ce contexte, parce que les temps sont difficiles et parce que la France a besoin de nous, le mot d'ordre maintenant, c'est d'être totalement rassemblés, tous ensemble, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Alors voilà, puisque à partir de dimanche, nous allons avoir un adversaire identifié, dès dimanche, on passe la vitesse supérieure. Dimanche soir, à travers les commentaires que nous ne manquerons pas de faire,
à propos de l'impétrant, et ensuite parce que dès mardi, nous organisons une convention à Paris avec toutes les personnalités de la majorité qui nous rejoindront à un moment ou un autre dans cette convention pour décrypter point par point le projet socialiste et mettre à jour ce qui est la grande leçon de ces primaires, un immense malentendu que les socialistes sont en train de créer avec les Français. Car nous en avons fait le recensement. Toutes les propositions que font les candidats socialistes ont ceci de commun que ça ne sont pour toutes que des promesses en l'air. Aucune, je dis bien aucune d'entre elles n'est réalisable. Et en vérité, ils ont travaillé dans leur bulle, ils ont imaginé pouvoir faire fi de la réalité de la crise mondiale, de la situation budgétaire, de la situation économique et sociale de notre continent et de notre pays. Eh bien maintenant, je vous le dis, le temps des explications de gravure est arrivé. Nous allons maintenant mettre les choses très au clair entre les responsables socialistes et nous, parce que maintenant, il va falloir que les choses nous soient dites très clairement par les responsables socialistes. Le numéro de synthèse aimable entre les différents candidats est terminé. Il va falloir que le gagnant ou la gagnante nous explique comment il va surfer entre la dépénalisation des drogues douces de M. Bailey, le tout sécuritaire de M. Valls, ce pauvre M. Valls, dont Philippe a bien raison de rappeler qu'on ne sait toujours pas ce qu'il fait au Parti socialiste, puisqu'il est contre les 35 heures, qu'il est pour la TVA anti-délocalisation, qu'il est pour la baisse du déficit, qu'il est pour maîtriser beaucoup mieux les comptes budgétaires. Ben, chacun l'a bien compris, c'est une erreur de casting. Mais sans oublier les autres, avec lesquels le gagnant ou la gagnante devront faire la synthèse. Gauche molle, gauche dure, gauche sectaire, il va nous falloir sortir de ce joli carnaval pour nous dire les choses. Et dans ce domaine, croyez-moi, nous allons être quelques-uns à être extrêmement fermes. Comment vont-ils revenir, par exemple, à l'équilibre des finances publiques, alors qu'ils annoncent chaque jour de nouvelles dépenses au lieu de proposer la moindre économie? On comprend leur réticence à voter la règle d'or. Comment vont-ils revenir sur la réforme des retraites, alors que le retour à la retraite à 60 ans coûterait plus de 25 milliards d'euros jusqu'en 2014 ? 25 milliards d'euros, et bien plus après. Comment vont-ils financer les 300 000 emplois jeunes, un grand classique au Parti socialiste, alors qu'ils veulent en parallèle créer 60 000 emplois dans l'éducation nationale, si j'en crois les chiffres de M. Hollande? Les chiffres d'emploi, pas de budget. Depuis le début, il nous fait croire que c'est 2,5 milliards à la 5e année. C'est pas vrai. C'est 7,5 milliards sur l'ensemble du quinquennat. Et le tout, non pas pendant 5 ans, pendant 40 ans. Parce qu'il y a les retraites derrière. Ne vous laissez pas piéger, mes chers amis, et faisons-nous le travail que les observateurs, comment dire, dans leur enthousiasme du moment, n'ont pas trouvé le temps de faire à notre place. Comment vont-ils sortir du nucléaire, alors que cela nous coûterait des milliards d'euros et surtout 40% de plus sur la facture énergétique des Français? Alors c'est clair, vous l'avez compris, nous avons en face de nous un tableau très clair, celui d'un parti socialiste incapable d'assumer dans la réalité une seule des propositions qu'il a formulées depuis le début des primaires. C'est vrai, comme à la grande époque mitterrandienne, on a eu le numéro classique du changement de la vie. Les rêves, qui d'ailleurs, vous vous en souvenez, avaient viré au cauchemar avec le tournant de la rigueur en 83. C'était d'ailleurs Jacques Delors qui s'y était collé à l'époque, dont sa fille Martine Aubry fait semblant de n'avoir gardé aucun souvenir. Les temps ont changé, mes chers amis, et toutes celles et ceux d'entre nous qui parcourons la France comme nous le faisons le savent très bien. Les Français aujourd'hui ne nous demandent absolument plus de leur faire le coup des politiques qui font rêver. Ils ont bien compris que les temps ne sont plus au rêve. Et ma conviction est que la mission qui est la nôtre n'est pas de vendre du rêve avec ses réveils douloureux. Notre mission est d'éclairer le chemin. Plus que jamais, dans cette période si trouble et difficile, où les incertitudes sont à tous les étages, notre responsabilité est d'éclairer le chemin. Il est de répondre le mieux que nous pouvons, malgré nos doutes, malgré nos incertitudes, car nous non plus, nous n'avons pas la vérité révélée, mais de répondre aux interrogations des Français, en leur proposant un chemin fait de responsabilité, d'esprit de rassemblement, de courage, avec un objectif, protéger et préserver l'avenir de nos enfants. Faire que notre nation continue
d'être au niveau de croissance qui a été le sien, faire qu'elle soit toujours en incarnation de cette politique industrielle qui a fait notre force, de cette politique agricole qui a fait notre excellence, de cette capacité à porter la recherche, l'université, Valérie, à faire que dans tous ces domaines, nous conservions cette marque de fabrique française et européenne pour lesquelles les Français attendent de nous des pistes, des projets, des réponses, à l'image de ce que nous avons fait dans la tourmente que nous connaissons depuis 2007 avec le Président de la République. C'est vrai que nous avons pour cela un travail gigantesque à accomplir. C'est la raison pour laquelle, dans le même temps que nous ne laisserons rien passer à nos adversaires, nous allons valoriser le bilan de la politique que nous avons conduite depuis 5 ans. Car j'en ai assez, moi, de ces gens qui ont la mémoire qui flanche, assez de ces gens qui font semblant d'oublier tout ce que nous avons fait pour notre pays. Sans la réforme des retraites, Éric Woerth est ici et je veux à nouveau lui rendre hommage. C'est notre modèle social. C'est notre modèle social qui se serait effondré faute de financement solide sur la durée. Sans les peines planchées pour les multirécidivistes, la délinquance aurait continué de monter alors qu'elle a diminué. Sans l'interdiction de la burqa que nous tous avons portée, cher Michel, les extrémistes et les fondamentalistes auraient gagné ce test qu'ils ont essayé de faire contre la République en instrumentalisant la religion à des fins politiques. Sans le service minimum, Xavier, le moindre mouvement social prendrait toujours en otage tous les usagers des transports en commun. Sans l'autonomie des universités et le crédit d'impôt recherche, la France aurait continué de sortir progressivement de tous les classements internationaux. Sans le Grenelle de l'environnement, la France aurait raté le train du développement durable. Et croyez-moi, dans ce domaine-là, n'ayons pas peur de ce que nous avons fait, de ce que nous avons engagé. Il est loin le temps où les écologistes imaginaient à eux tout seuls d'incarner le développement durable. Ils n'ont pas fait grand-chose dans ce domaine, et pour cause. Les Verts français ne sont pas écologistes. Ils sont, pour l'essentiel d'entre eux, d'abord gauchistes, bien éloignés des convictions qui sont les nôtres. Et dans ce contexte, ces réformes ont été faites dans le contexte le plus difficile qui soit, et vous le savez bien. Les crises à répétition ont montré à cette occasion que nous avions à la tête de notre pays un homme dont l'aptitude au commandement faisait la différence. C'est à Nicolas Sarkozy que nous devons d'avoir tenu dans ces périodes de crise, et c'est de lui dont nous avons besoin pour les temps agités à venir. Alors c'est vrai, nous allons proposer maintenant un projet ambitieux, bien différent de ce qui a été évoqué par les socialistes ces dernières semaines. Oui, bien différent de toutes les élucubrations que nous avons pu entendre ces derniers jours. Nous installons avec Bruno Le Maire dans quelques jours le comité de projet qui va réunir table ouverte toutes celles et ceux qui, dans notre famille politique, veulent nous rejoindre pour faire la synthèse des conventions que nous avons initiées depuis maintenant 1 an. C'est vrai, nous avons en tête qu'avec les 3 grandes conventions que nous allons organiser à Lille, à Lyon et à Marseille, cher Jean-Claude, nous porterons l'étendard du projet pour la France. Et c'est vrai que nous aurons à cœur d'employer des mots qui nous sont chers et qui correspondent à notre amour de la France. Le mot de courage, le mot de rassemblement, l'exigence d'ouverture au monde. Oui, c'est sans doute le courage qui doit nous amener à faire évoluer notre modèle de croissance pour remplacer la dette et la dépense publique par plus de travail, d'innovation, de création de richesses. Sans préjuger de ce que sera ce projet, nous en avons déjà les grandes lignes. Le prochain quinquennat, mes chers amis, sera nécessairement celui des PME conquérantes et orientées vers l'exportation, avec, remis en haut du podium, l'apprentissage, le travail, l'innovation et l'audace. C'est vrai, le prochain quinquennat sera celui d'une transformation de notre rapport au travail pour qu'on s'adapte aux différents secteurs, parce qu'on ne fait pas la même chose, on ne travaille pas de la même manière dans l'hôtellerie, le BTP, l'économie numérique ou les services. Le prochain quinquennat montrera une évolution dans le financement de notre sécurité sociale. Il nous faudra nous poser la question de la mondialisation, oui, effectivement, non pas dans les termes rabougris d'Arnaud Montebourg, mais dans ceux qui doivent nous permettre, et ce débat-là sera essentiel avec les Français, à la fois de protéger notre économie lorsque c'est nécessaire,
mais aussi de l'ouvrir au monde à chaque fois que nous le pourrons. Le protectionnisme version Montebourg est la pire des formules. Elle vise en réalité à faire de partout des marchands d'illusions. Christian Jacob rappelait tout à l'heure à juste titre que les mesures protectionnistes, si elles étaient mises en œuvre, mettraient définitivement à bas notre agriculture et notre industrie et mettraient sur la paille toutes celles et ceux parmi nos compatriotes qui travaillent chez Airbus, dans l'agriculture, dans l'industrie automobile, dans le textile, et il en reste suffisamment pour incarner l'excellence, sans oublier l'économie immatérielle, ce qui fait le génie de notre pays, dans tous les domaines, ceux des services comme ceux de la création. De grâce, ne tombez pas dans le panneau du protectionnisme. Il y a derrière ce mot-là le suicide organisé d'une grande nation. Proposons à la place un projet moderne, intelligent, dans lequel on prend en considération les inquiétudes de nos compatriotes. On veille surtout à ce que les échanges soient rééquilibrés et que plutôt que de parler de protection, on parle de réciprocité. Oui, que l'Europe ait des frontières solides, que l'Europe soit en situation de ne pas se laisser imposer des prix qui ne sont pas les siens à l'extérieur de la zone euro. Oui, mes chers amis, il y a de belles choses à proposer, à l'image de ce que Nicolas Sarkozy est en train de préparer, notamment au G20, et qui fera évidemment la différence avec le discours rabougri et rétréci de tous ceux qui, animant le courant démagogique et populiste depuis l'extrême droite jusqu'à la gauche radicale, sont bien éloignés de la réalité pour protéger l'avenir de demain. Et puis de la même manière, disons-le, le prochain quinquennat sera celui de la vertu budgétaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser plus que ce que l'on gagne éternellement. Les socialistes ont montré l'antimodèle absolu. Eh bien, à nous, mes chers amis, de faire la différence. Vous le voyez, il y a bien des horizons à découvrir. Il y a une nouvelle frontière à dépasser. C'est ça l'ambition que nous proposerons pour la France. J'ai la conviction que notre pays, 5e puissance économique mondiale avec ses 65 millions d'habitants, a tous les atouts pour gagner des parts de marché à l'international et enrayer ce cycle infernal du déficit commercial. Nous avons les infrastructures, le socle économique, les compétences. Il nous faut maintenant le mental. Il nous faut cesser de regarder sans cesse le verre à moitié vide, imaginer de nouvelles perspectives, penser que chaque Française et chaque Français est important. En un mot, rassembler plutôt que diviser. Là alors, c'est un magnifique horizon qui s'ouvre devant nous. Et pour mener à bien ce plan de bataille, riposte, bilan, projet, nous allons avoir besoin de chacune et chacun d'entre vous. La levée en masse que j'ai appelée de mes vœux il y a un an en prenant mes fonctions se poursuit, jour après jour. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour parrainer vos proches et recruter de nouveaux soutiens. J'ai en tête 2 objectifs, la réélection de Nicolas Sarkozy et l'élection de nos candidats aux élections législatives à suivre. Je veux pour tout cela vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites déjà sur le terrain, ces heures que vous donnez chacune et chacun au militantisme, ces milliers d'heures dont personne ne parle dans les médias parce qu'elles ne font pas de bruit, mais qui, mises bout à bout, font vivre l'UMP et contribuent à la vitalité de la démocratie française. Je veux vous remercier pour tout ce que vous allez faire dans les mois à venir au nom de nos commissions et de notre famille politique. Pour moi, c'est une grande fierté, c'est une grande joie aussi d'être au service de ce mouvement, chaque heure et chaque jour. Bien sûr, on prend des coups, mais en même temps, on est tellement heureux de faire cela pour notre pays et d'avoir en tête celles et ceux qui nous ont précédés et qui ont imprimé la marque dont nous sommes aujourd'hui dépositaires. Oui, voilà pourquoi je suis fier d'être à la tête de notre mouvement. Votre engagement me touche profondément et c'est en lui que je puise la force d'aller toujours plus loin au service du Président de la République. Alors, je vous le demande, ne vous laissez pas impressionner. Il y a une mode ambiante, ça n'est qu'une mode ambiante. Ne cédez rien, ne laissez aucun centimètre à nos adversaires. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons fait de grandes choses et nous allons en faire beaucoup d'autres. Alors voilà, c'est dit, j'ai besoin de vous pour Nicolas Sarkozy et pour la France.